CEC, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, est une ONG qui lutte contre les stéréotypes et contre le racisme, notamment à travers une meilleure connaissance de l'histoire d'Afrique et des Caraïbes et des colonisations, et aussi à travers la promotion de la culture et de la littérature d'Afrique et des Caraïbes. Donc on organise cette conférence dans le cadre de la JIFA, de la Journée internationale de la femme africaine. Et je vais vous laisser la parole maintenant à Marcel qui va vous présenter COCAD ASBL. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc moi je suis Marcel Com, je suis la coordonnatrice du COCAD, qui est une association qui est basée en Wallonie à Charleroi. Donc le collectif Carolo des Africains et Africaines pour la diversité travaille de manière transversale sur les questions de représentativité des personnes afrodescendantes sur le territoire Carolo, voire national. Et donc on a comme ça développé pas mal de projets qui mettent en avant justement la question du genre et des discriminations et de la colonisation, avec toujours la volonté de replacer, comme notre rôle le dit, replacer les personnes afrodescendantes au cœur d'une histoire qui les ont visibilisées ou invisibilisées pour de mauvaises raisons. Donc aujourd'hui avec le CEC, on a souhaité justement organiser cette conférence pour une fois de plus apporter notre grain à moudre, en tout cas sur la question de la colonisation et du genre. Et donc on aura l'occasion tout à l'heure de parler avec nos deux intervenantes. Mais avant, je vais laisser Racism Search aussi présenter l'association. Merci. Bonjour, moi c'est Cyril Martin. Je fais partie de Racism Search, qui est une plateforme de sensibilisation et de lutte contre le racisme. Donc on a une page Instagram et également un site internet sur lequel on rédige des articles pour sensibiliser justement et parler du racisme sous différents angles, que ce soit l'histoire, le droit, l'actualité, et de créer tout un tas d'articles de manière assez scientifique finalement pour vraiment parler concrètement de qu'est-ce qui se passe actuellement et quels sont les tenants et les aboutissants du racisme et également d'autres termes. Et voilà. Voilà. La question coloniale, de manière générale, est d'actualité dans notre pays depuis quelques années. Donc nous, avec le COCAD, on s'en est saisi pour développer des projets, comme je vous le disais. Et aujourd'hui, avec Honorine Kuete et Stéphanie Ngalula, on va aborder la question du genre de la jeune femme dans la thématique de la colonisation. Alors, je vais vous présenter très brièvement, mais Stéphanie et Honorine vont avoir le loisir, pendant la présentation, de développer ce qu'elles font dans la vie de manière professionnelle. Donc Stéphanie Ngalula, elle est activiste intersectionnelle, notamment engagée sur les questions afroféministes, décolonisation et justice écologique et justice sociale. Et Honorine Kuete est doctorante en économie sur les migrations avec une approche genrée. Donc voilà, je vais vous demander de prendre peut-être place déjà sur le divan. Et puis la présentation va commencer par la présentation de Stéphanie. Stéphanie, je crois que tu as un micro juste à côté. Oui. Stéphanie va se présenter. Elle a l'honneur de commencer cette intervention. Donc de manière pratique, Stéphanie présente son exposé. Ensuite, Honorine va présenter et on va pouvoir interagir. Donc, on va laisser plus la place à l'interaction pour que chacune de nous ou chacun de nous puisse s'exprimer. À toi, Stéphanie. Bonsoir à toutes et à tous, vous m'entendez? Oui, super. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'organiser je vais dire la conversation. En tout cas, c'est comme ça que je pense que ça devrait être envisagé. Donc, comme ça a été dit, je m'appelle Stéphanie Ngalula. Et donc, le N et le G se lisent ensemble. Je précise, c'est important. C'est comme Mbappé, ça n'existe pas. C'est Mbappé, voilà, en termes d'introduction. Et donc aujourd'hui, je vais insister sur le terme introduction, parce qu'en somme, déjà, on est deux, et les questions sur lesquelles je vais essayer
de m'attarder sont longuissimes et en somme c'est quelque chose pour lequel il faudrait des cours, tout un semestre je pense à l'université, etc., etc. Et donc moi je vais vous faire une introduction qui sera orientée sur le lien à mon sens intime et en fait filial entre la question coloniale et la question donc de la construction identitaire aussi des femmes et des femmes noires en particulier et les femmes africaines en particulier. Et donc on abordera en premier, mais de manière très très brève, parce que j'ai que, je pense, 20 minutes ou quelque chose comme ça. 30 minutes, ok, waouh, c'est la loterie. Je pense que j'ai oui, c'est dans 30 minutes, exactement. C'est Noël avant l'heure. Pour aborder ces questions. Donc ce sera un moment extrêmement bref en termes de programme. On va d'abord commencer pour la question coloniale, parce que quand bien même on a l'impression qu'on est en Belgique et ces questions sont sur la table depuis un bon moment, force est de constater que énormément de gens n'ont pas en fait les outils et ne connaissent même pas, ne sont pas au fait que notre pays a colonisé non seulement le Congo, mais aussi a eu un protectorat sur le Rwanda et alors appelé l'Urundi. Okay, donc ce qui maintenant à l'heure actuelle est le Rwanda et le Burundi. Donc voilà, après ça, je vais brièvement aussi passer sur la question de la représentation des femmes dans l'espace public, des femmes noires, pardon, dans l'espace public, et l'incidence de celle-ci, en fait, dans la vie de tous les jours, si je puis dire. Donc voilà. Juste en termes d'introduction, oui, je pense que tout le monde est adulte dans cette salle, donc il me semble qu'on a une deuxième partie qui est consacrée donc, à un échange entre nous, c'est bien ça, hein. Donc bien évidemment, je suis ouverte à la discussion, du moment que ça se fait dans un cadre qui est le plus bienveillant, respectueux pour chacune et chacun d'entre nous, donc voilà. Et si j'utilise un terme qui n'est pas limpide ou clair, n'hésitez pas à me faire un petit signe et je vais les expliquer. Voilà. Okidoki. Pourquoi ça bouge pas? Je ne suis pas technicienne. Mais moi non plus. Ah voilà, ok, super. Voilà, donc c'est le petit problème dont je vous parlais tout à l'heure. Donc une broad histoire coloniale belge. Il y a une partie que j'ai oublié de retraduire. Et une histoire, on va s'arrêter aussi sur la question de l'histoire de la misogynie noire et la création identitaire que ça entraîne. Alors très brièvement, sur la question de la colonisation, donc la question centrale, le point d'accroche de la question coloniale, c'est bien évidemment la question de la déshumanisation et de la création de ce que l'on appelle des races, qui n'existent pas donc au sens biologique comme on le sait a priori toutes et tous, mais qui est le propre même de la mise en place de la question coloniale, qui a pour but donc d'installer une forme de domination qui donc elle-même s'installe sur la question de la déshumanisation et sur le fait d'estimer que la question même de l'humanité de chacun d'entre nous n'est pas forcément établie et acquise dès le départ. Alors quel est le but de la colonisation? Parce qu'en fait, parler de la colonisation, bien souvent, on parle aussi de l'accaparement des terres, évidemment, et c'est aussi quelque chose qui a une vision extrêmement capitaliste. Parce que le but, in fine, de la mise en place, donc d'une part de la hiérarchisation des races, et d'autre part donc, de la déshumanisation et de l'accaparement des terres, l'idée c'est en fait in fine de pouvoir mettre, si vous voulez, c'est comme si vous aviez un train, vous avez besoin de pouvoir le faire avancer. La colonisation, elle va utiliser comme train la déshumanisation d'un certain nombre d'entre nous, qui va en fait servir de rail sur lequel ce train va pouvoir avancer et pour pouvoir atteindre tout simplement la destination de l'enrichissement qui est donc le principal moteur même de la question capitaliste. Donc, très brièvement, la mise en place donc de la colonisation. Si vous le savez, donc la Belgique n'a pas eu énormément de colonies, mais on est vraiment dans un cas où on est plus sur la qualité que la quantité. Parce que si par exemple vous vous référez à la conférence de Berlin donc, qui commence en décembre 1884 et qui se termine le 5 février 1885, elle est aussi surnommée la conférence du Congo, parce que sur les 2 des 3 points à l'ordre du jour, en fait 2 de ceux-ci concernent le Congo et le Congo uniquement.
Et donc sur base de ça, on voit très rapidement que en fait, le Congo est clairement, en général on dit la poule aux œufs d'or, mais dans ce cas-ci on est plutôt par rapport à un bœuf, parce que dès que vous avez une organisation qui est aussi importante mais qui se focalise sur un pays en particulier, c'est que les grands acteurs de la question coloniale ont, avant même la mise en place donc de la conférence de Berlin, ont eu des envahisseurs qui ont été amenés donc à explorer donc le continent et à se rendre compte que le Congo regorgeait de richesses. Et encore, ce qui avait été vu à l'époque n'est même pas à un dixième de ce qu'était la réalité du terrain. Il y a une petite fable, on va dire, qui dit que donc pour les gens qui croient en Dieu ou qui se disent qu'à un moment donné, quelqu'un a créé la terre, les cieux, tout ce que vous voulez, il ou elle, chacun se fera le choix de quel est le genre de Dieu, s'il y en a un ou il y en a une, à un moment donné, c'est assoupi. Et le sac qui était donc accroché, c'est défait. Et donc l'entièreté des richesses que contenait ce sac s'est déversée sur le Congo. C'est une image pour dire un peu à quel point, en fait, c'est absolument incroyable le niveau et le type de variété de richesses que l'on retrouve sur un seul pays comme celui du Congo. Alors, donc comme je le disais, la Belgique n'a pas un passé colonial au moment où elle se rend, donc c'est pas la Belgique, pardon, mais au moment où Bismarck se rend à la conférence de Berlin au nom de Léopold II. Il faut savoir que donc Léopold II, forcément un roi à ce moment-là assez jeune, et notre pays lui-même n'a pas d'histoire coloniale a priori, en se rendant donc à la conférence de Berlin. Ce qui aurait pu être une faiblesse devient en réalité une véritable force. Parce que c'est ce qui fait que l'un des arguments qui est utilisé par Bismarck, donc le représentant de Léopold II, au moment de la conférence de Berlin, l'un des arguments qui est utilisé, et en fait on le retrouve à travers le premier nom que porte l'État colonial, c'est l'État indépendant du Congo. Indépendant pourquoi ? Parce qu'en fait c'est l'un des arguments qui est utilisé par Léopold II pour dire qu'en somme, le mot indépendance ici fait référence aux autres pouvoirs coloniaux, qui étaient par exemple la France, la Grande-Bretagne, l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne, qui étaient aussi présents lors de cette conférence. Et donc c'est cet argument, donc la faiblesse devient en fait une force, c'est l'argument de dire que justement Léopold II assurera l'indépendance du Congo à tous les autres opérateurs coloniaux pour avoir accès donc, au marché économique qu'est le Congo. Et donc, une fois que c'est mis en place, il faut aussi donc pouvoir revenir dans le pays et se dire que, comme je disais, on n'a pas une culture coloniale a priori avant celle-ci. Donc, c'est encore une fois mettre en place un certain nombre de rails sur lesquels le train colonial va pouvoir circuler. Et en l'occurrence, le fait de pouvoir se dire... Non, pas de souci. Juste que je suis fatiguée, c'est tout. Non, j'aurais continué. Oui, voilà, sur lequel le plan colonial va pouvoir se mettre en place. Donc pourquoi est-ce qu'il est important de recourir à une propagande coloniale ? Parce que, comme je disais à l'instant, ce n'est pas quelque chose qui est historique dans notre pays. Donc en fait, c'est un nouveau système, un nouveau plan qu'il faut pouvoir mettre en place et qu'il faut pouvoir instituer dans les esprits, d'où l'intérêt de devoir recourir à la propagande coloniale pour le rendre acceptable et envisageable pour une partie, en tout cas de la bourgeoisie. Il n'est pas tant question de la population, mais plutôt de la bourgeoisie. Et donc, dans les différents moyens qui sont mis en place, on a notamment l'institution par le roi Albert, qui sera le successeur de Léopold II, qui n'a pas eu de... Enfin, il a eu un fils, mais qui est décédé, donc il n'a pas pu accéder au trône. Et à ce moment-là, la loi salique était encore d'application, donc la loi qui empêche les femmes de pouvoir accéder au trône. Donc malgré le fait que Léopold II avait 3 filles, c'est son neveu donc, qui donc lui succède. Et celui-ci met en place notamment la première radio de type colonial et qui en fait a pour mission le fait aussi de diffuser, de participer à la question même de la propagande coloniale au Congo. En Belgique, pardon. Alors pourquoi ? Parce que la plupart des gens, la grande majorité des gens même, ne sont pas en colonie.
En somme, c'est comme si, grâce à la radio et grâce aux éléments de propagande, on arrivait à faire venir la question coloniale et l'image qu'on se fait de la question coloniale à travers monsieur et madame tout le monde sans devoir se rendre à proprement dit sur le territoire. Et donc, cette plaque, vous pouvez la retrouver donc au 33 rue de Stassard, qui est donc le QG, le quartier général vous voyez plus en fait. Désolée, j'étais là en train de dire cette plaque, mais personne ne me dit qu'on ne voit plus. J'ai pas capté. Non, continue. Désolée. Ok. Ou alors, en attendant, je peux tourner comme ça. Voilà. Désolée, enfin en fait. Donc voilà, et donc cette plaque, vous pouvez la voir au 34 rue de Stassard, donc à XL. Donc voilà, donc c'est un des éléments qui intervient, et vous avez aussi cet ouvrage qui est un ouvrage très précieux et que je pense que certains d'entre vous du CEC connaissent aussi. Il s'agit de l'ouvrage Notre Congo on the Congo, qui a été mis en place par le professeur Elika Mbokolo et Julien Trudahu, qui est donc un ancien, je sais pas quel était le titre qu'il occupait précisément, mais qui est un ancien donc, du CEC. Et donc, plus particulièrement, nous on va s'arrêter sur quoi? On va s'arrêter sur donc, la production dont je parlais, le lien entre la colonisation, la place des femmes africaines et noires en général. Et s'il y a vraiment un endroit que vous devez avoir en tête par rapport à ceci, c'est l'Union des femmes coloniales. Donc, l'Union des femmes coloniales a été mise en place par une femme qui s'appelle Émilie Enlevin, et donc vous pouvez voir ici, se trouve 60 chaussée d'Ixelles. Et il a été mis en place en 1923 et officialisé en 1924, et il se trouve donc sur la chaussée d'Ixelles. Pourquoi est-ce que ce lieu est de la plus haute importance? Parce qu'en somme, c'est comme vous voulez, c'est une espèce de centre de formation, dit vulgairement, dans lequel les femmes se rendaient avant et après s'être rendues sur le continent, donc avant de rejoindre leurs épouses sur le continent. Émilie Enlevin se définissait elle-même comme une femme féministe, mais parmi les différents enseignements qui étaient mis en place, qui étaient notamment donc enseignés donc, aux femmes donc avant de se rendre en colonie, c'était aussi la question de comment traiter les femmes noires, africaines, congolaises qui étaient sur place, à qui on imputait des caractéristiques comme par exemple celui de la luxure. Donc il y a toute une série d'éléments qui sont déjà mis en place à destination des femmes qui vont se rendre en colonie avant même qu'elles puissent s'y rendre, pour en fait déjà instaurer le rapport non seulement hiérarchique mais aussi racial et aussi sociétal qui va se mettre en place une fois qu'elles seront arrivées en colonie. Et donc il y a une autre chose qui est vraiment très importante, on va revenir dessus, c'est cette statue. On la voit toujours pas. C'est cette statue, donc c'est une statue qui se trouve, un monument plutôt, oui, plutôt qu'une statue, c'est un monument, pardon, qui se trouve donc dans le parc du Cinquantenaire, et qui, donc le monument s'appelle Monument aux pionniers du Congo. Et en fait, elle est vraiment très grande, mais là, je voudrais que nous, on puisse s'arrêter sur une partie en particulier, qui en somme est une véritable allégorie de la question coloniale. Donc il y a une partie sur le bas-relief, mais là on va s'arrêter au-dessus. Et en somme, je vais essayer de me soulever un tout petit peu. Je peux faire la personne qui prend le truc si vous voulez. Je me sens très important, ça. Et c'est là direct. On dirait le juste prix dans un... Donc là, en fait, il y a 3 personnages. Il y a un personnage au centre, une autre personne là, et en fait, un 3e personnage ici. Et en somme, chacun d'entre eux occupe une fonction et une identité particulière. La femme qui est au centre, en fait, c'est une femme blanche, elle représente la Belgique. La femme qui est ici, en bas à gauche, est donc la femme africaine, congolaise. Et en fait, elle tient dans ses bras un enfant qui représente donc la chose la plus précieuse, a priori, pour beaucoup de mamans, et pour beaucoup de parents, j'espère, de manière générale, c'est leur enfant. Et donc, en somme, si vous regardez bien à l'image, elle présente son bébé, son enfant, à la Belgique, dans le sens de l'allégorie,
qui en somme est sa plus grande richesse, et au sens propre comme au sens figuré. Donc en somme, il s'agit des richesses même du Congo qui sont présentées à la Belgique en offrande. Donc c'est un monument qui est assez imposant, mais qui bizarrement passe encore assez inaperçu pour pas mal de gens. C'est vrai. Merci beaucoup. Alors, en fait, vous avez vraiment besoin de voir. En fait, vous avez vraiment besoin de voir. Ça, c'est un autre monument commémoratif à un lieutenant qui se trouve donc à Carnion. Et sur ce monument, on peut lire au sous-lieutenant Paul Duarte, donc mort en Afrique au service de la civilisation. Ça se trouve donc dans le sud du pays, donc à Carnion. Et donc là, on a une autre image qui est faite vraiment aussi dans la même symbolique que pas celle de maintenant, mais celle précédente, qui donc est intitulée Le génie congolais qui guide, le génie belge, pardon, lapsus révélateur, le génie belge qui guide le Congo et qui se trouve aussi au parc du Cinquantenaire. Et donc, encore une fois, en fait, vous voyez, parce que la question qui peut se poser aussi, c'est comment est-ce que je suis à même de dire que, en fait, il s'agit d'une femme noire et l'autre est une femme blanche. En fait, si vous regardez au niveau des cheveux, donc on a la femme qui est en tout cas pensée comme noire et comme africaine, ses cheveux sont plus crépus, en fait. Donc c'est comme ça que c'est facile de pouvoir reconnaître. Il y a un point commun qui revient dans toutes ces illustrations. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont remarqué lorsqu'il s'agit de cette femme noire, enfin de la femme noire qui est représentée. C'est toujours une femme noire différente, hein. Mais voilà, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont ou certains d'entre vous l'ont remarqué. Elle est toujours en position de faiblesse, généralement, et en demande d'aide. Enfin, je trouve que dans sa positionnement au niveau des statues, au-delà par Cinquantenaire, c'est ouais, surtout, pardon. Surtout sur celui-ci, c'est beaucoup plus flagrant, parce qu'en fait, tout est extrêmement important et symbolique. Parce que même dans la posture et le positionnement des différents corps, on a la femme blanche qui représente la Belgique qui est au centre. La femme noire africaine qui représente le Congo est à genoux, et elle est vraiment en bas d'elle. Donc il y a une même position hiérarchique qui est absolument assumée dans cette image. Et qui donc, en somme... comme ce qui venait d'être dit là, c'est exactement ça. On retrouve le positionnement hiérarchique. Il y a encore un autre élément que l'on retrouve dans les trois illustrations. On ne voit pas bien, mais est-ce qu'elles ne sont pas nues? Pardon? On ne voit pas bien, mais est-ce qu'elles ne sont pas nues? Oui, c'est ça. Elles sont toutes nues. Donc, en fait, dans notre espace public, bien souvent, on retrouve, lorsqu'il y a des femmes noires, parce que c'est encore assez exceptionnel, lorsqu'elles sont présentes et qu'elles sont donc présentées à l'œil de toutes et tous, c'est en étant nues. D'accord ? Et c'est quelque chose qui intervient énormément aussi sur la question de la construction identitaire, sur laquelle je vais revenir un tout petit peu plus tard. Souvent, donc, quand on parle de la colonisation, on parle donc de l'accaparement des biens et des territoires. Mais l'une des plus grandes violences coloniales, en fait, c'est l'accaparement des corps, avant toute chose. Les territoires coloniaux sont vraiment pensés comme des lieux d'exploration, au sens figuré comme au sens propre. C'est-à-dire explorer et les terres et explorer les corps. C'est-à-dire qu'il y a aussi une série d'éléments de type un peu fantasmagorique qui sont mis en place sur le territoire colonial qui ne pourrait jamais s'envisager ici. Je prends par exemple le cas des cartes postales. Il y a toute une série en fait de cartes postales qui sont envoyées par des soldats, par des officiers venant donc des colonies, qui sont envoyés ici sur le continent. Encore une fois, d'une part pour la question de la propagande coloniale, mais aussi pour le fait de pouvoir se dire qu'on va donner envie à ceux qui sont restés ici sur le continent de s'imaginer à quoi ressemble la vie en colonie. Alors moi j'ai fait un choix exécutif là-dessus. Il y a des illustrations bien évidemment qui existent, une série d'entre elles. Moi j'ai fait le choix de ne pas vous les montrer. Pourquoi? Tout simplement
effectivement, parce que premièrement, comme vous pouvez le constater, la conversation a lieu en mixité. Et je pense que le rapport au corps est quelque chose d'autrement politique. Et très souvent, le corps des femmes noires est complètement déshonoré et est très souvent associé, comme je le disais tout à l'heure, à la question de la luxure, à la question où comme si leur corps était absolument accessible à tout un chacun. Et donc, la déférence et l'humilité et l'égard que l'on va avoir de manière générale pour des corps et pour la nudité de ceux-ci ne va jamais en fait être accordé aux femmes noires et aux femmes africaines de manière générale. Pourquoi ? Parce qu'on leur associe, d'après cette propagande, on leur associe la luxure. Et en fait, dans le même ordre d'idées, c'est quelque chose de simple aussi qui va se retrouver, par exemple, dans les gens qui vont se rendre donc en vacances. On va très souvent avoir des gens qui vont photographier des enfants racisés, des enfants noirs, sans jamais demander la permission. Et en fait, ça, c'est une manifestation de ce privilège-là, et c'est une manifestation de cette hiérarchisation raciale dans laquelle certains corps, a priori, appartiendraient à tout un chacun. Et dans le même ordre d'idée, vous le voyez par exemple sur le système colonial type algérien, ou en tout cas dans le monde nord-africain ou le monde dit monde arabe, qui est un mot vraiment très vaste qui n'est pas du tout en phase avec les réalités de qu'est-ce que ces territoires et qu'est-ce que les populations, les différentes identités de ces populations. Soit, je vais faire la parenthèse, la question même de vouloir perpétuellement dévoiler les femmes musulmanes qui portent le hijab, c'est dans ce même ordre d'idée. L'accessibilité des corps racisés de manière permanente. Et donc je reviens sur ce que je disais sur la manière dont s'identifiait Émilie Anvin en disant qu'elle est une féministe. Donc le même ordre d'idée qui amène par exemple maintenant, donc on se rend compte qu'il y a vraiment un fil rouge qui amène par exemple à avoir des conversations sur le hijab dans lesquelles aucune femme musulmane n'est invitée. Et lorsqu'elles sont invitées, parfois elles-mêmes ne portent même pas le foulard. Et en fait, elles ont lieu avec des gens, des femmes qui elles-mêmes se prétendent être féministes, mais qui dans le même ordre d'idées estiment qu'elles ont tout à fait le droit de pouvoir donner des injonctions à d'autres femmes, parce qu'en fait, il y a encore une fois une question de hiérarchisation et une question de pensée civilisationnelle de la femme ou l'homme blanc qui va venir vous sauver, vous délivrer, qui sait beaucoup mieux que vous ce qui est bon pour vous. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément. Alors, maintenant, on va plus s'arrêter sur ce que ça a comme incidence. Donc, ici, je vais passer sur un volet qui s'appelle « Un corps, deux identités ». La colonisation, dans le cas donc, des femmes noires et africaines, a produit aussi quelque chose d'assez patent. C'est qu'on a... Moi, je vais le dire, c'est un peu comme un vinyle, vous voyez, donc il y a deux faces. Pour le cas donc, des femmes noires et africaines. C'est à la fois, on a une hyposexualisation et à la fois une hypersexualisation. Alors j'ai pris deux cas d'espèce. On a notre cher ami Vincent Cassel qui, dans une interview au magazine Closer en 2011, déclarait, lorsqu'on lui pose la question « Qu'est-ce que vous aimez chez elle ?» donc elle étant les femmes. Et il déclare « Quand j'étais jeune, j'avais ce qu'on appelle la fièvre de la jungle, la jungle fever. » Parce qu'il a dit jungle fever, c'est moi qui traduis après. Je n'étais attirée que par les femmes métisses ou noires. Et en fait, pourquoi est-ce que le cas, indépendamment de Vincent Cassel, c'est pas Vincent Cassel pour Vincent Cassel, mais plutôt ce que ça dit du rapport colonial que l'on a et l'incidence que ça a sur la représentation que l'on se fait des femmes noires et donc de leur identité. À noter qu'il y a un mot très important qu'il utilise lorsqu'il dit la jungle fever, donc la fièvre de la jungle. Non seulement, en fait, on se retrouve dans un champ lexical de type animalier, parce que qui vit dans la jungle ? Ben, des animaux, et en général des animaux sauvages, n'est-ce pas ? Et le terme fièvre. Fièvre, pourquoi ? Parce qu'en fait, encore une fois, il y a cette question de la chaleur. Et cette question de la chaleur au sens figuré comme au sens propre. Donc au sens propre, parce que, soi-disant, il fait chaud partout là-bas, même si en fait, il y a des régions où il neige, apparemment les gens ne sont jamais au courant. Et en même temps, au sens figuré, pourquoi ? Parce qu'il y a cette notion de luxure et de c'est hot, quoi.
bon nombre de femmes noires ont déjà été interpellées par des hommes, souvent non noirs, qui, avec des déclarations du style « Ah, j'ai encore jamais fait avec une fille noire, il paraît que c'est chaud, il paraît que c'est ce genre de choses ». Et dans le même ordre d'idées, les hommes noirs aussi sont très souvent objectivés sur la question donc, de la sexualisation. Donc on va avoir des gens qui vont déjà avoir toute une pensée d'une sexualité complètement débridée, qui serait celle des Noirs de manière générale. Et c'est ce qui va mener notamment à ce que, par exemple, lorsque vous interrogez des comédiennes ou des actrices, elles vont vous dire que parmi les rôles qui leur sont le plus proposés, c'est celui de travailleuse du sexe. Pourquoi aussi souvent? Parce qu'en fait, on a instauré et instillé de manière donc générationnelle, parce que vous pouvez demander à des gens qui ne se connaissent pas, ils vont vous dire qu'ils ont déjà entendu ça. Et c'est des gens qui ne se connaissent pas. Parce que donc on a institué cette idée que en fait les corps noirs seraient des corps sexuels. Alors ça va avoir une série d'incidents. Donc là c'est une autre illustration que je trouve intéressante aussi. Cette fois-ci c'est un article d'un magazine qui s'appelle Santé Plus Mag, qui donc intitule un de ses articles 12 expériences sexuelles à essayer au moins une fois dans sa vie. Déjà, on sent que ça va glisser dans pas longtemps. Alors, en 4e position, donc c'était pas très loin du top, du podium, avoir une relation sexuelle avec une personne d'un autre pays et une personne étrangère. Déjà, il y a une première question de se dire, on retrouve la question de l'altérité, parce que qui est étranger par définition, c'est quelque chose par essence, c'est extrêmement situé. Donc, en admettant que moi je sois, belge, quelqu'un qui est américain est étranger pour moi, en fait. Et en fait, ce qui est sous-entendu, parce qu'encore une fois, c'est pas l'altérité dans le sens géographique, c'est l'altérité dans le sens racial. Donc, l'étranger, en fait, dans l'inconscient collectif commun, parce qu'encore une fois, la parole étant située, c'est qui? C'est le non-blanc, dans ce cas-ci. Et donc, quand on va un peu plus loin dans l'article, ils vont plus loin et ils disent donc, est-ce que vous avez déjà été attiré par un étranger, pour l'interrogation, un asiatique aux cheveux brillants ou un africain au corps robuste et sexy? Voilà. Foncez! Une touche d'exotisme ne vous fera que du bien. Alors, ça soulève quand même une série de questions. Cet article, il date de, il faut que je retrouve, 2017, hein? 2017, on est en 2024. Moi, j'ai une série de questions quand je vois ça. Parce que ça m'arrive d'écrire des articles et il y a tout un process qui est mis en place. Il y a plusieurs personnes qui interviennent lorsque vous écrivez. Donc, c'est-à-dire que vous avez écrit, ça a été relu par l'éditeur, ça a été relu par une tierce personne, et puis c'est enfin relu par la personne qui le met en page. Donc, vous avez a priori 4 personnes qui interviennent. Donc, c'est-à-dire qu'aucune de ces personnes ne s'est dit il y a un suite, quoi. Donc, ça dit quelque chose aussi de l'entre-soi. Ça dit quelque chose du partage collectif de ces principes, en fait. Et ça dit quelque chose aussi à quel point la déconnexion, elle est perpétuelle. Donc, il y a une série de personnes qui, apparemment, ad vitam aeternam, seront des objets d'études et de fantasmes. Parce que c'est pas possible que quelque chose comme ça sorte. En plus, ça, c'est 2017. C'est pas qu'on peut pas dire, oui, voilà, mais c'était à une autre époque. Les gens disaient des choses qui étaient absolument pas au même titre que la référence que je faisais à notre cher ami Vincent Cassel. Alors, une autre illustration de quelques jours. Il s'agit d'une conversation dans un groupe, mais public, de l'université Saint-Louis, qui s'appelle Saint-Louis Confession. Et donc, quelqu'un écrit « En ce triste blocus, j'ai besoin de votre aide pour amener du soleil dans ma triste vie. Taguez vos blaquettes. » Donc, j'imagine qu'il s'agit de femmes noires, donc blaquettes, donc des petites noires, j'imagine. Donc, taguez vos blaquettes célibes, donc pour célibataires préférés. Marre de la vanille, donc j'imagine que la vanille fait référence aux femmes blanches. J'ai envie de chocolat. Donc, encore une fois, chocolat, je pense que c'est des femmes noires auxquelles il fait référence. J'ai jamais pécho de black, mais mes potes m'ont dit qu'elles avaient un truc en plus. Once you go black, you never go back. Donc, voilà. Alors, encore une fois, c'est assez intéressant parce que
c'est écrit de manière publique en fait. Donc là, moi, très sincèrement, je ne connais pas la personne qui a écrit ça, mais je pense vraiment que quand cette personne écrit ça, et c'est ça en fait, cette candeur qui fait que quelqu'un peut écrire ça, à mon sens, démontre aussi que cette personne se dit vraiment, je vois pas où est le problème. Au même titre que cet article, je vois pas où est le problème. Parce que toutes ces personnes partagent ce socle commun racial et raciste, et qui objectifie donc les femmes noires et africaines comme étant en fait des corps qui ne sont pas habités en fait, mais qui sont plutôt des espèces de vases dans lesquels on peut juste se répandre. Donc voilà, et oui, et c'est aussi, donc je m'arrête 2 secondes sur le fait que c'est produit dans un milieu universitaire, en tout cas par un étudiant à l'université. Ça remet aussi en question ce qu'on entend souvent en disant que soi-disant certains types de propos seraient réservés à certaines catégories socio-économiques. C'est complètement faux en fait. Il n'y a pas besoin d'être soi-disant un bourrin que pour dire des choses comme ça, parce qu'en fait ce socle-là, il est partagé indépendamment de l'origine socio-économique. C'est ça justement le propre du fait que ce soit un héritage. Alors là, c'était sur l'hypersexualisation, donc je disais c'est une des identités. La deuxième identité, c'est celle de l'hyposexualisation. Ici, il s'agit donc d'un monsieur qui s'appelle Lilian Thuram. Je pense que peut-être certains d'entre vous connaissent. C'est un ancien grand joueur de football, notamment champion Coupe du Monde. Est-ce qu'un Français pourrait nous laisser oublier qu'ils ont gagné la Coupe du Monde? Impossible. Mais hier, taratata, ça s'est fini dans le drame. Donc, trêve de nationalisme. Donc, Lilian Thuram écrit rapporte dans un de ses ouvrages donc une conversation avec une connaissance à lui qui dit « Je comprends pas, tu es déjà célèbre, tu as plus d'argent que la plupart des gens, mais tu es fiancé à une noire. Et tu continues, même avant elle, tu continues de sortir avec des femmes noires. Est-ce que tu es raciste en fait ?» Alors, pour les gens qui ne sauraient pas qui est Lilian Thuram est un homme noir. Mais la personne qui lui parle, et donc lui dit « Comment ça se fait que toi qui es noir, donc qui est célèbre et qui a de l'argent, tu continues à sortir avec des femmes noires, et là tu es même fiancé, marié avec une femme noire. » Et donc la personne va plus loin en lui disant « Est-ce qu'en fait tu ne serais pas tout simplement raciste ?» Je ne sais pas s'il le précise. Moi, j'ai juste repris une partie dans son livre. Je ne sais pas s'il précise, mais en tant que tel, je pense que c'est une partie de l'équation. La première partie de l'équation, c'est surtout celle de se dire que quelqu'un qui est riche, célèbre, qui a accès à un certain capital socio-culturel, qui choisirait de continuer de sortir avec des femmes noires alors que lui-même est un homme noir, c'est qu'il doit y avoir un problème, et en l'occurrence, le problème ici serait qu'il serait raciste, envers donc sa propre race. Ça dit quelque chose. Donc en fait, en tout cas à mon sens, qu'est-ce que ça dit? C'est que on a tellement institué, donc à la fois une hypersexualisation, ça va être comme l'image de celle avec qui on couche, mais que l'on ne présente pas à sa maman pour l'épouser en fait. Ça va être l'expérimentation, encore une fois. Et on retrouve cette question de l'expérimentation, par exemple, donc sur les sites pornographiques, l'une des premières recherches, c'est donc avec des femmes dites musulmanes, en tout cas des femmes qui portent le foulard. Donc on retrouve aussi à quel point il y a vraiment une espèce de rapport à l'altérité d'un point de vue sexuel qui est extrêmement marqué sous le regard en fait du dominant. D'où encore une fois le fait de totalement vouloir dévoiler à chaque fois que l'on le peut des femmes musulmanes. Et je rappelle qu'il y avait quand même des cérémonies de dévoilement qui étaient organisées par les pouvoirs coloniaux pour que ça se fasse de manière publique. Alors, dans le même ordre d'idées, ça va aussi avoir une série d'incidents sur la question de la santé, sur laquelle Honorine va revenir plus en détail, sur la question de la santé mentale. Chez nous, il y a un gros souci, c'est qu'en fait, on n'a pas de chiffres sur un grand nombre de choses.
Et donc on peut, dans le même ordre d'idée, c'est assez pratique parce qu'on peut prétendre qu'il n'y a pas de problème vu qu'il n'y a pas de chiffres sur une série de choses. Si on compare par exemple en prenant le monde anglo-saxon, la Grande-Bretagne et les États-Unis, il y a notamment des chiffres sur la mortalité, donc au moment de mettre en couche, les femmes noires, peu importe le niveau socio-économique qui est le leur. Donc par exemple, disons que vous êtes une femme noire qui a un PhD, donc vous êtes, je sais pas moi, doctorante en astrophysique, voilà, on va viser le soleil. Et vous êtes une femme blanche qui, disons, n'a pas été à l'école secondaire. Vous allez toujours, elles par exemple, elles vont avoir des probabilités, leur risque de décès en couche sera toujours nettement inférieur. Tandis que peu importe le niveau socio-économique, par exemple des femmes noires à côté, leur niveau de risque en couche va toujours être de manière complètement disproportionnée. Donc, par exemple, aux États-Unis, vous avez pour 100 000 accouchements, vous en avez 70 qui provoquent un décès chez les femmes noires lorsqu'elles s'accouchent. C'est énorme, en fait, ces chiffres-là, ils sont pas, comme dirait l'autre, dignes d'un pays que l'on dit être un pays industrialisé. Et donc, ça renvoie à quoi aussi? C'est la question donc des stéréotypes coloniaux et esclavagistes. La question du rapport à la douleur. Énormément de praticiens, parce qu'encore une fois, nous on n'a pas les chiffres, mais eux ils le font à chaque fois, tous les 4 ans, posent la question donc, aux étudiants en avant-dernière année de médecine, de, selon eux, s'il y a des différences dans l'appréhension de la douleur suivant la race des patients. Et effectivement, pour un nombre significatif d'entre eux, le fait d'être noir va faire que ces personnes vont soi-disant avoir un rapport à la douleur qui est complètement moindre. Et donc dans ce même ordre d'idée, donc en admettant par exemple chez nous il y a un truc qui s'appelle le tri, vous rendez aux urgences, et souvent le ou la médecin va vous demander si vous deviez quantifier votre niveau de douleur. 0 étant vous menez votre meilleure vie et 10 étant le trépas est là, et que par exemple vous dites 8, et ben eux mentalement ou même physiquement vont écrire 6. Et donc c'est-à-dire que dans ce même ordre d'idée, ben, vous n'allez pas être traité de la même manière. Donc les antidouleurs par exemple qui vont vous être donnés ne seront pas du même calibre. Mais par contre dans l'autre sens, il y a l'idée que soi-disant, les Noirs et les Africains seraient du type animalier. Donc par exemple, si c'est dans le domaine de la santé mentale, il va y avoir un plus grand recours aux psychotiques, aux psychotroques, pardon. Donc c'est-à-dire qu'il y a une idée de vouloir perpétuellement les cadrer, les contrôler et faire en sorte qu'ils ne puissent pas, soi-disant, être agressifs. Donc ça va être le même ordre d'idée qu'on va retrouver aussi lorsqu'on parle des populations dites arabes. Il y a vraiment, non seulement avec la question donc, des croisades, l'idée de les Arabes seraient des gens belliqueux, qui ont toujours envie de fighter tout le monde, en fait, il faut les contrôler. Et donc vous allez vous retrouver aussi à ce que lorsqu'il est question de quartiers dits populaires, par exemple en France, à chaque fois on va utiliser des termes comme émeute, parce qu'on sait le champ lexical que ça va enclencher dans l'inconscient collectif, le fait de parler d'émeute. Parce que les gens vont se dire oh, c'est les sauvages, ils vont tout casser, mon Dieu. Et donc ça va aussi faire en sorte que l'on puisse envoyer beaucoup plus de policiers. Et donc dans le même ordre d'idée, c'est pas pour rien que les violences policières sont tout particulièrement marquées par quoi? Par le fait que les corps qui sont brisés par les violences policières sont les corps racisés. C'est tout particulièrement les hommes noirs et arabes qui vont être les victimes de manière absolument disproportionnée, donc des violences policières. Donc on voit vraiment le nombre de prismes sur lequel... Ouais, il me reste 2 minutes, là j'ai mis mon truc. Sur lequel... Ouais, non, je voulais pas voler le temps de qui que ce soit. J'avais mis le truc. On voit donc qu'il y a une série d'éléments sur lesquels la pensée donc, coloniale va se traduire. Et notamment, donc c'est les 2 derniers exemples que j'ai. En 2011, en Seine-et-Marne, une petite fille de 11 ans, que l'on a donc surnommée Justine, est victime d'un viol en public dans un parc.
Donc elle avait à ce moment-là 11 ans et son agresseur en avait 22, bientôt 23. Et donc il y a procès, et à l'issue donc de ce viol, cette préadolescente est enceinte en fait. Et donc lors du procès, donc l'auteur, qui donc ne nie pas du tout avoir eu un rapport avec cette petite fille, évoque notamment, il dit, elle avait l'air plus âgée et elle avait la chaleur de l'Afrique. Vincent Cassel, The Jungle Fever. 11 ans. Donc moi je pose la question, lorsque quelqu'un a l'air plus âgé, mais lorsqu'elle a 11 ans, vous avez quel âge lorsque vous avez l'air plus âgé quand vous avez 11 ans? Voilà, ça pose quand même problème. Je veux dire, si tu as 22 ans et que quelqu'un a l'air plus âgé, mais qu'en fait elle a 11 ans, elle a quoi? 14 ans? 15 ans? Il y a quand même toujours un stud, quoi. Donc, et le fait, encore une fois, d'avoir la candeur de le dire en public, c'est-à-dire que l'on sait que c'est absolument admissible et acceptable. Et donc, le fait de faire référence à la chaleur de l'Afrique, pourquoi? Parce qu'encore une fois, il y a le champ lexical. Donc, qu'est-ce qu'on évoque? C'est, mais vous savez bien, elles en veulent toutes, en fait. C'est ça que ça veut dire. Donc, dans le même ordre d'idée, lorsque vous êtes une femme racisée et noire en particulier, en admettant que vous ayez été victime d'une agression sexuelle ou d'un viol, lorsque vous vous présentez auprès des autorités, il n'y a pas moyen de vous voir comme quelqu'un qui a vraiment été une victime. Parce qu'on a déjà instauré l'idée que, soi-disant, vous seriez tout le temps en demande. Quand bien même vous auriez 11 ans. Et donc, in fine, il a bien évidemment été acquitté, ce monsieur. En 2011, hein, c'était pas il y a des années. Voilà, donc ça a une incidence très importante sur énormément de populations. Et en 1939 et 1940, il y a une expérience, qui s'appelle la Clark Doll Experience. Donc c'est une expérience qui est menée par le docteur Mamie Phillips Clark aux États-Unis, qui est donc une sociologue et psychologue, qui est connue sous le nom de l'expérience de la poupée. Et c'est quelque chose que vous allez beaucoup retrouver. Souvent, lorsque des études ou des découvertes sont faites par les personnes racisées, on ne donne pas le nom, ils ne portent pas le nom de la personne qui l'a découvert, on va donner un autre nom. Et là, par exemple, en général, on appelle ça l'expérience de la poupée. Et bien souvent aussi, lorsqu'il est question de titres honorifiques, on va bien souvent ne pas donner les titres honorifiques d'une femme. Bien souvent, par exemple, vous allez être une femme noire, vous allez être docteur, les gens vont commencer à se dire « mais c'est pas très important si on ne met pas docteur ». Alors qu'en fait, non seulement c'est extrêmement sexiste, mais c'est aussi raciste. Parce qu'il y a certaines personnes à qui on va estimer que c'est pas très important de devoir dire qu'il s'appelle docteur, comme par exemple Frantz Fanon, qu'on appelle Frantz Fanon, mais qui en fait est docteur, psychiatre, qui s'appelle le docteur Frantz Fanon. Et bien souvent on l'appelle juste Frantz Fanon. Et donc cette étude, cette expérience, donc l'expérience Clark, elle est mise en place en 1939 et elle continue jusqu'aujourd'hui, dans laquelle en fait on présente à des enfants racisés et noirs deux poupées, l'une blanche, l'une noire, et à chaque fois on pose la question qui est la plus intelligente, qui est la plus belle, qui est ceci, cela, et c'est toujours la poupée blanche qui est choisie par les enfants. Et en fait, dès 3-4 ans, les enfants racisés, et noirs en particulier, prennent déjà conscience que le monde est plus avantageux lorsqu'on est non noir que lorsqu'on l'est. Et dans le même ordre d'idée, les petites filles prennent conscience aussi que le monde est plus avantageux lorsqu'on est un garçon que lorsqu'on est une fille, dès l'âge de 6-7 ans. Et donc vous voyez qu'il y a une conscientisation du privilège racial beaucoup plus rapidement que celui du privilège de genre. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Vraiment de voir les exemples que tu as cités, notamment le dernier, l'Espérance Clark. Tout dernièrement en France, c'est suivi le président sénégalais qui s'est rendu en visite et on l'a juste nommé avec son nom. Ouais. Son nom comme ça, sans mettre Excellence, président, voilà. Donc là c'était en 2024, il y a quelques jours. Donc c'est vrai que l'actualité nous rappelle toujours que cette propagande, ce rail est toujours en route. Oui. Pardon, juste rajouter une dernière chose, lorsque je parlais donc le fait de pouvoir déshumaniser va pouvoir rendre le reste tout à fait acceptable. Il n'y a pas plus grande actualité qu'à l'heure actuelle. Le génocide qui se passe en Palestine, il se passe pourquoi? Parce qu'on a tout simplement décidé que les Palestiniens ne sont pas des êtres humains à part entière. D'où le fait de pouvoir les qualifier, par exemple, d'animaux, de vermines, à la télé, sans que ça ne suscite n'importe quelle réaction.
Le droit international existe, mais tout ce qui se passe en Palestine est la manifestation très claire du fait que le fait de pouvoir déshumaniser quelqu'un est le premier rail que vous allez mettre en place pour pouvoir après mettre en place tout un panel d'actions qui vont pouvoir être absolument acceptables par tout un chacun, parce que le principe de base, c'est que ces gens ne sont pas aussi humains que nous. Dans le même ordre d'idées, c'est pour ça qu'au Congo, depuis 30 ans, le génocide à l'est du Congo se passe. Pourquoi ? Parce qu'on part du principe que ces gens ne sont pas absolument des êtres humains comme nous. Donc, j'essaie juste de démontrer à quel point, en fait, ce n'est pas quelque chose d'ancien, c'est absolument actuel et ça ne s'est jamais arrêté. C'est pour ça que, d'ailleurs, l'esclavage, la période de l'esclavage n'a jamais été reconnue comme crime contre l'humanité, étant donné qu'on part du principe que l'être humain noir n'était pas humain. Donc comment demander pardon à des personnes qui ne sont pas humaines? Donc vraiment, l'actualité nous rappelle tous les jours, même la guerre en Ukraine, voilà, cette hiérarchisation entre blanc et non blanc, cette façon de prendre l'autre, la personne noire, comme étant forcément inférieure. Voilà, il y a des exemples qu'on peut citer dans notre quotidien. Et la question du genre dans cela, l'hypersexualisation, le fait de considérer que nous sommes des femmes acquises, soumises, qui correspond à un genre bien précis et on ne peut pas en sortir de là. Donc avec Honorine, justement, on va voir comment et de quelle manière, encore aujourd'hui en 2024, toute cette propagande, ce rail qui est en route, qui est toujours en route, a des répercussions sur notre santé mentale. Et la santé mentale, c'est aussi une problématique dans nos communautés qui a été souvent mise de côté, tue, et qui aujourd'hui a des répercussions sur bon nombre de populations. Et je pense qu'en parler permet aussi une guérison collective, comme nous le faisons aujourd'hui avec cette question-là. Donc je vais laisser aussi le timing à Honorine. Et je mets 30. Okay, mais je pense que tu peux avoir un bonus de 31. Je crois que je vais faire un peu moins quand même. Merci beaucoup pour l'invitation et pour la qualité de la présentation, Stéphanie, qui a bien planté le décor. Comme Marcel disait, moi je vais plus m'appesantir sur l'impact que tout ce qu'elle a pu situer dans le contexte, dans l'évolution, a pu avoir, mais surtout sur la santé mentale. Pour ma petite présentation, donc moi, professionnellement parlant, je travaille pour le Centre d'intégration régionale à la province de Namur, mais dans la partie insertion socio-professionnelle. On met un accent sur les femmes, mais j'interviens ici beaucoup plus en tant que chercheuse, que je fais une thèse, comme Marcel le disait, sur l'insertion socio-professionnelle des femmes d'origine migrante ici sur le marché du travail. Et donc ici, pour l'impact de la colonisation, c'est un sujet justement qui montre un petit peu l'origine des difficultés de leur insertion. Et donc au début, je vais commencer un petit peu par vous montrer en quoi est-ce que cette colonisation, comment est-ce qu'avant les femmes étaient considérées avant la colonisation et qu'est-ce qui fait en sorte que leur santé soit affectée à cause de cela et quelles sont ces répercussions-là. Et donc, il faut savoir qu'avant la colonisation, les femmes afrodescendantes, particulièrement, avaient un rôle central dans leur vie, dans leur quotidien, dans leur foyer, dans leur société. Donc, elles représentaient énormément dans des secteurs comme l'agriculture, qui faisait partie des secteurs les plus importants, en tout cas dans leur communauté. Et donc, elles jouaient ce rôle-là dans des secteurs comme l'agriculture, comme l'artisanat. C'est dommage qu'on ne voit pas la présentation, parce qu'il y a un peu de texte. Et donc, leur responsabilité en tant que femmes était beaucoup plus valorisée. Voilà, on le minimise parfois, mais je pense que c'est important de le dire, parce que la colonisation a aussi eu comme impact de changer ce regard et de montrer à quel point elles ont été marginalisées, alors que leur statut avant la colonisation était vraiment valorisé. Elles avaient ce rôle-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, de la reine Zinga qui a régné à l'actuel Angola, ou des Amazones et d'autres peuples féminins guerrières qui ont régné dans le Maghreb, au Bénin, etc. Donc c'est pour montrer la force qu'avaient les femmes afrodescendantes avant la colonisation, le rôle qu'elles jouaient et la valorisation que leur communauté, leur peuple avaient pour elles.
Et donc ça, c'était avant qu'il y ait eu la colonisation. Et sinon, à l'arrivée des colonisateurs, ces sociétés ont dû subir des changements. Donc ces changements se sont reflétés sur la marginalisation, justement, comme je disais, parce que leur idée, leur image primitive, et Stéphanie revenait là-dessus, des stéréotypes et une image en fait minimaliste de la qualité féminine, qui n'était pas réelle finalement, mais qui est venue, qui a été héritée du colonialisme, est venue justement pour apporter ces changements-là. Et alors, elles ont été soumises à de nouvelles normes de genre. Elles ont dû avoir des impositions qui sont venues de ce colonialisme. Et alors ici, on a des séquelles qui viennent de là, qu'elles ont subies et qui sont encore visibles aujourd'hui. Ces séquelles, c'est les inégalités qu'il y a aujourd'hui entre les hommes et les femmes afrodescendantes, déjà, de manière générale, et même entre les communautés elles-mêmes. Mais ces inégalités sont encore plus visibles pour les femmes à cause de leurs conditions féminines et afrodescendantes. Et donc c'est plus là-dessus qu'on va s'appesantir, parce que justement on le voit ici dans leur insertion, dans leur difficulté d'insertion, dans les stéréotypes. Et c'est bien que tu aies commencé, Stéphanie, justement à revenir sur tous les petits facteurs, enfin les facteurs qui expliquent justement les raisons, l'origine de ces discriminations qui interviennent sur leur degré d'éducation, donc sur leur accès à l'éducation, sur leur accès sur le marché du travail, à la considération qu'elles peuvent avoir dans la société. Donc ici particulièrement, parce que voilà, on a parlé de la jeune femme, ici il y a des ouvrages qui parlent en fait des défis sociaux, comme je disais, des défis économiques, des défis culturels auxquels les jeunes femmes afrodescendantes sont confrontées, et c'est des phénomènes qui ont laissé des traces. Donc les représentations et tout ce dont on a parlé ont causé des traumatismes qui ont eu un rapport avec l'accès à ces différents défis dans la société, leur accès aux finances, donc sur le plan économique, le plan socio-professionnel, et leur accès à la culture. Donc j'ai parlé des stéréotypes, des discriminations, leur origine et leur genre. Ce sont des obstacles qui ont façonné leur parcours de vie et leur construction identitaire. Voilà. Et alors, qu'en est-il de la santé mentale de manière générale? Ici, comme tu le disais, le docteur Frantz Fanon en a parlé. Il fait partie des précurseurs en tant que psychiatre, fatalement, qui a justement recensé un petit peu l'impact de la colonisation sur la santé de manière générale, mais particulièrement sur la santé mentale des femmes afrodescendantes. Et il s'est basé sur les communautés maghrébines, mais pas que, sur les communautés aussi de l'Afrique noire, pour dire que des rapports qui avaient été faits dans la psychiatrie coloniale, donc il y avait toute une équipe de colons, que ce soit en France ou ici en Belgique, qui s'étaient consacrés à étudier un petit peu dans quel état mental, parce que c'est ça, voilà, toute une série d'émotions qui étaient générées par des conséquences du colonialisme. Et donc il s'était basé en fait sur analyser dans ces communautés que je vous ai citées quel était l'état d'esprit des personnes. Et il relevait particulièrement la violence des mots et des explications scientifiques des colons en fait qui avaient eu une approche pédagogique pour cette santé-là. Et il revient sur le fait que, donc je vais vous lire un petit peu ce qui est dit, dans des rapports, c'était des spécificités de la mentalité indigène, le primitivisme qui revenait beaucoup, l'impulsivité criminelle, la débilité mentale, l'incrédulité et la suggestibilité, la faiblesse étaient des populations sous tutelle, les rendant impropres au développement et à l'autonomie. Donc ça, c'était des points sur lesquels le docteur Frantz Fanon revenait énormément à cause de leur présence et de leur fréquence dans les rapports de psychiatrie coloniale, qui rejoint totalement ce que tu disais dans la représentation que se faisait en fait l'esprit et l'hégémonie en fait de l'image dans l'inconscient. Et donc c'est ainsi que ces psychiatres avaient ces représentations des populations afrodescendantes
de l'impact qu'elles peuvent avoir sur le plan de la santé. Et donc, à cause de ça, ça faussait complètement le débat. Pourquoi? Parce que ce n'était pas l'approche qu'il fallait, finalement. On parle d'agressivité ou des termes, en tout cas, dans lesquels les personnes ne se retrouvaient pas. Et il y avait une incidence sur leur identité, sur leur construction identitaire de manière personnelle. Et alors ici, il y a eu d'autres approches avec d'autres chercheurs qui ont écrit un petit peu sur la question. Je pense à Sarah Loès, qui se penche un petit peu sur des archives aussi géographiques, qui précise un petit peu toute une série de campagnes médicales qui ont été menées dans la partie centrale de l'Afrique, donc au Cameroun, en République centrafricaine, le Tchad, le Congo, le Gabon, et qui ont remplacé des données historiques avec des indicateurs indirects de confiance dans la médecine. Et donc ces chercheurs, en fait, ce qu'ils ont établi, c'est que le traumatisme qui a été causé chez les communautés qui ont été colonisées a été tellement profond qu'elles n'ont plus confiance en la médecine. Et donc elles ont un rapport à la médecine qui n'est plus le même, il y a plus de rapport de confiance. Elles n'ont plus cette expression de leur douleur, et tu le disais aussi. Et donc on va se retrouver à un conflit en fait de confiance devant un médecin, devant un psychiatre ou devant quelqu'un qui peut apporter de l'aide. Ce serait plus considéré comme quelqu'un qui va accélérer notre processus de chute ou de douleur, etc. Et donc ces traumatismes-là ont vraiment eu des incidences sur la capacité des personnes afrodescendantes à se représenter un secours vers les structures médicales. Et donc il y a eu vraiment cette grosse incidence qui a causé des crises et qui fait en sorte que, et je pense que c'est encore le cas quand même aujourd'hui, parce que c'est des études assez récentes sur des populations qui ont migré d'un point à l'autre et qui montrent vraiment cette perte de confiance de manière fondamentale en la médecine de manière générale. Et donc ces chercheurs en fait ont proposé une approche adéquate pour résoudre le problème de la santé mentale. Pourquoi? Parce que alors cette santé mentale qui est impactée non seulement par tous les stéréotypes, le traumatisme qui vient de l'image et de l'imagerie autour de la colonisation, vient aussi du fait que c'est comme une roue en fait qui continue de tourner. Donc les premières conséquences qui sont les traumatismes intergénérationnels qui se transmettent d'une génération à l'autre, empêchent les personnes d'avoir accès à l'éducation, d'avoir accès à des emplois décents, d'avoir accès à une stabilité et à une situation décente, tout simplement, fait en sorte que cette santé mentale, elle est toujours remise en question. Et donc on est tout le temps dans la boucle d'une santé mentale qui est affectée quelque part avec un système de... Et donc vous voyez, on a vraiment tout le temps ce problème qui revient, mais pour lequel il n'y a pas de solution adéquate. Donc c'est ce que relevaient ces chercheurs, et ils proposaient des pistes justement pour comment y pallier. Et ici, ils parlent d'une approche décoloniale en santé mentale qui consiste à laisser les personnes faisant l'expérience d'un trouble en lien avec leur communauté d'appartenance juger de ce qu'elles-mêmes considèrent comme de la souffrance ou une bonne santé mentale avec leurs propres mots, leurs propres émotions et leurs croyances, plutôt que de laisser les manuels de psychiatrie ou de psychologie décider pour elles. Et donc ici, les chercheurs en fait expliquent qu'il faut laisser des espaces de dialogue parce que les solutions de la médecine, ici, comme je vous le disais, il y a cette crise de confiance en la médecine et qui vient de ces traumatismes et de cette perte finalement de rapport avec les solutions médicales qui sont proposées. C'est de laisser des espaces de dialogue, d'expression avec leurs propres mots et leurs propres représentations culturelles de leur douleur, premièrement. Et donc ça, ce serait peut-être une approche adéquate. Je regarde si je n'ai pas... Voilà, de libérer les histoires, la culture, la manière même dont sont structurés les enseignements et autres dispositifs de production des savoirs et connaissances qui ont été brutalisés et exploités par le colonialisme. Et donc voilà, comme autre piste, il y a ce soutien communautaire
des initiatives locales qui jouent un rôle essentiel dans l'amélioration de la santé mentale des femmes afrodescendantes. C'est vraiment voilà, tout ce soutien communautaire qui peut apporter finalement un réconfort plutôt que la médecine en laquelle il y a cette perte de confiance ou, comme tu disais, parfois cette déconsidération de la douleur ou de la sensation ou de l'émotion même de la personne qui est déformée, qui est défigurée, qui est exploitée à d'autres fins. Et donc il y a vraiment cette importance du socle communautaire à mettre en avant dans la déconstruction et dans le traitement de la santé mentale des personnes afrodescendantes, qui revient dans énormément d'articles et de travaux d'auteurs, des témoignages d'histoires captivantes des jeunes femmes, des femmes afrodescendantes qui permettent de mieux comprendre leur vécu, leurs défis en matière de santé mentale, des approches thérapeutiques adaptées qui tiennent en compte le contexte culturel qui sont essentiels pour soutenir la santé mentale des femmes afrodescendantes. Voilà, et donc ici, voilà, il y a plusieurs ressources en fait, qui interviennent ici aujourd'hui avec le digital, donc de femmes au parcours voilà, brillant, exceptionnel, qui peut captiver, qui peuvent inspirer, ou d'autres peuvent justement trouver la force de se retrouver, de s'identifier, de se projeter, etc. Et donc, ce ne sont pas, et donc pour ces auteurs, ce ne sont pas des processus médicinal ou c'est pas vraiment dans la médecine que cette santé mentale va se déconstruire ou alors va s'apeser de tous les traumas intergénérationnels, mais c'est plutôt dans cette construction communautaire, dans ce socle-là, qu'elles trouveront la force finalement d'avoir une certaine résilience et d'être un peu plus apaisées et d'aller de l'avant. Je suis presque à la fin. Voilà, en autre piste, ici il y a tout ce qui est de la visibilité et de la représentation des femmes afrodescendantes qui sont essentielles pour briser des stéréotypes. Ici, voilà, les stéréotypes, de toute façon, voilà, il y a toujours ce débat sur comment les combattre. Je sais que le CEC qui travaille depuis, voilà, plein d'initiatives autour. Mais ici, dans la déconstruction, il y a aussi la valorisation de ce qui existe, de ce qui est bien, plutôt que présenter tout le temps le côté négatif, ou se lamenter, ou s'apitoyer, etc. Ici, les auteurs parlent plutôt, en tout cas pour l'image et la construction mentale de la femme africaine, de la représentation positive, justement avec des expériences positives, la valorisation de celles qui ont émerger, entre guillemets, dans un contexte complètement difficile, cette représentation, visibilité et valorisation pour briser justement ces stéréotypes et favoriser leur inclusion. Et donc aujourd'hui, avec tout ce qui est, comme je disais, digital, on voit, on a un peu plus accès à des parcours de vie, à des vécus de femmes africaines très inspirantes qui permettent de galvaniser et de propager en tout cas une image positive. Je pense que ça a quand même tout un impact et toute sa place. Et donc voilà, il y a énormément d'initiatives qui sont mises en place pour soutenir les femmes afrodescendantes et leur offrir de meilleures opportunités. Et donc c'est des programmes qui sont à promouvoir et des perspectives d'avenir pour une société plus inclusive et équitable. Voilà, donc moi, comme vous l'avez compris, moi je suis plus sur la partie de l'impact que cette santé a pu avoir dans leurs opportunités, dans les défis, dans leur vie sociale, dans leur vie économique, dans leur éducation, etc. Et comment les combattre. Et pourquoi est-ce que ça existe, pourquoi est-ce qu'il y a cet impact-là à cause de tout ce trauma, etc. Mais donc voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Honorine et merci Stéphanie. Deux femmes qui ont permis aujourd'hui de contourner, en tout cas de comprendre dans la globalité la problématique qui nous réunit aujourd'hui. Par rapport à ce que Honorine a dit, moi j'ai retenu deux grandes choses. Le rapport de confiance en la médecine, ça c'est un des éléments aussi importants par rapport aux communautés qui justement, à force de préjugés ou de subir des choses en milieu hospitalier, elles ont un manque de confiance et souvent, comme tu disais Stéphanie ou Honorine, la douleur est mal interprétée
Et l'accueil souvent fait qu'on n'a pas envie d'aller à l'hôpital. La deuxième chose, c'est les constructions communautaires. Et je voulais justement profiter pour saluer l'initiative de Sambiped. Donc Sambiped aussi, c'est une ASBL qui travaille justement sur les questions de santé mentale dans le sens médical et qui organise en fait toute l'approche psychiatrique, psychanalyste autour des médecins ou de personnes afrodescendantes. Donc ça aussi, c'est une question importante. Souvent, la représentativité dans ce que vous dites est importante parce que le médical aussi, si on va chez un médecin peut-être qui peut comprendre votre approche avec une approche culturelle qui vous ressemble, on a peut-être plus de facilité à expliquer son mal et la personne, le médecin ou la femme médecin peut mieux comprendre et mieux aborder la question médicale de santé avec vous. Quelle piste ou comment travailler sur la notion de tout ce qui est déconstruction mentale finalement? Parce qu'il y a tout cet héritage qu'on a encore aujourd'hui, les traumas et les séquelles de cette époque coloniale. Mais on doit parvenir à trouver notre chemin dans tout ça pour quand même parvenir à s'affirmer, à s'assumer et à exister. Et donc, quelles sont les pistes intéressantes en matière de travail sur tout ce qui est déconstruction mentale, justement? Comme vous disiez ici, j'ai relevé quelques pistes justement dans des initiatives qui ont marché. C'était des initiatives comme celle du COCAD justement qui font la promotion des parcours inspirants de femmes actuelles qui ont brillé par leur travail ou par leur impact sur les autres. Avec leur identité, où d'autres femmes de la communauté peuvent s'identifier, se projeter et se dire, ben voilà, si Marcel a réussi à aller jusque-là, à briser un petit peu ce plafond de verre, et ben pourquoi pas moi? Et donc c'est des initiatives voilà, qui sont édifiantes et qui peuvent faire y croire en fait. Et donc il y a des pistes comme ça qui sont citées dans des études qui ont eu un certain impact, mais il y a aussi toute cette libération de la parole qui est encore très peu qui est encore très peu chiffrée, qui est encore très peu présent, que ce soit dans le domaine scientifique ou de manière générale. On n'arrive pas à dire ou à comprendre, ce qui explique que dans les communautés afrodescendantes, on a du mal à cerner les émotions, les sentiments, les douleurs, les peines, les vécus même des femmes lorsqu'elles font un parcours migratoire, lorsqu'elles traversent certaines douleurs dont l'impact émotionnel est connu et chiffré par d'autres communautés. On n'arrive pas à voir ces chiffres-là. Et donc je pense qu'il y a aussi dans les pistes, dans les pistes à envisager des espaces de dialogue, mais des espaces de dialogue de confiance. Parce qu'on l'a dit plusieurs fois, il y a une crise de confiance en la médecine, en des solutions qui existent ici, des solutions psychiatriques, des solutions médicales de manière générale, parce qu'on s'est rendu compte dans le milieu scientifique que ça ne marchait pas, ça ne réussissait pas à déconstruire et à construire et avoir une construction identitaire forte. Mais c'était plus justement des espaces de dialogue où elles pouvaient libérer la parole et se sentir dans un climat de confiance, où il y avait justement des témoignages sur leur vécu, où elles pouvaient se retrouver, etc., qui permettaient justement de faire un petit peu le deuil, de guérir de certaines blessures et de repartir alors de plus belle. Et donc voilà, donc en tout cas ici dans ce que moi j'ai pu avoir comme trace, il y avait justement le fait de présenter des parcours inspirants et aussi d'avoir des espaces de dialogue où les gens peuvent s'exprimer, où les gens peuvent mettre des mots sur leur vécu dans des climats de confiance. Et ça, c'était vraiment très important, le point de confiance, etc. Je ne sais pas si tu veux rajouter. Oui. Pardon. Juste rapidement sur la question de la confiance dans le monde médical. Il y a plusieurs éléments qui ont mené à ce que la confiance soit brisée entre les communautés noires, africaines et le monde médical. Et ce n'est pas seulement dans ces communautés-là. Par exemple, si vous prenez le cas de l'expérience de Tuskegee, qui, en somme, donc, ça a consisté à inoculer la syphilis de manière donc secrète sans que les patients soient au courant. C'est-à-dire que des médecins ont inoculé, donc mis la syphilis dans le corps d'hommes noirs sans leur dire forcément qu'ils avaient fait ça. Et cette expérience a été menée de 1932 à 1972. Vous imaginez pendant 40 ans.
avant que ce soit publié, avant que ce soit révélé. Si vous prenez quoi? C'était pour tout ça. Encore une fois, le corps noir est sujet à de l'expérimentation. C'était uniquement pour savoir comment est-ce que la maladie, à long terme, quand elle n'est pas traitée, allait se manifester. Parce qu'encore une fois, leurs corps ne sont pas vraiment des gens, n'est-ce pas? Donc dès le moment où ils ne sont pas vraiment des gens, vous pouvez faire ce que bon vous semble, malgré le fait d'avoir un serment d'Hippocrate qui apparemment ne s'applique pas à tous les corps. Ou dans les communautés LGBTQIA+, pendant des années aussi, jusqu'à l'heure actuelle, il y a un rapport qui est complètement dans un manque total de confiance parce que ça a été mis en place, quoi. Par rapport aux solutions, moi je pense que c'est un faisceau d'éléments à mettre en place. L'amour entre femmes et l'amour entre femmes noires, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Moi je pense très sincèrement que on est dans l'ordre du vital. Parce que la joie, dans un monde qui est extrêmement capitaliste, raciste, sexiste, psychophobe, le fait pour nous d'avoir de la joie, c'est subversif. Franchement, c'est subversif. Et donc, je pense que l'une des solutions aussi, c'est le fait d'entretenir autour de soi des communautés dans lesquelles, qui permettent de en fait, multiplier les sources d'amour, tout simplement, en fait, les sources de joie, les sources d'amour. Mais vraiment entre femmes en particulier, parce que ça doit être des gens qui peuvent comprendre ce par quoi on passe sans devoir expliquer des trucs pendant 150 ans. Enfin, voilà. La question de la santé mentale. Moi, je le dis très sincèrement, je pense que les personnes racisées devraient avoir accès à des séances gratuites de psy, parce que c'est pas possible le niveau de violence qu'on subit. Enfin, je veux dire, la violence raciale, la violence sexiste, la violence classiste, parce que la précarité est plus importante aussi. Hein, et en même temps, de dire aux gens que, soi-disant, la dépression, c'est un truc de blanc, par exemple, ça, c'est aussi une stratégie de silenciation. C'est pour que les gens n'aillent pas trouver de l'aide qu'on leur dit des choses comme ça. Et donc, la thérapie, mais le fait d'aller en thérapie, pas avec n'importe qui. Parce qu'il y a des praticiens qui sont littéralement dangereux pour nos vies. Il faut se le dire, très clairement. Vous arrivez chez un praticien qui va vous dire, vous êtes sûr? Tu penses pas que tu exagères un peu? C'est extrêmement dangereux. C'est vraiment dangereux. Donc il faut aller en thérapie, et il faut aller en thérapie avec des gens qui sont culturellement compétents. C'est pas uniquement une question raciale. Vous pouvez être noir et absolument être incompétent sur ces questions. Mais c'est une question de compétence culturelle. Je dirais vraiment, créer autour de soi des communautés dans lesquelles on se nourrit, dans lesquelles on est protégé. Je sais pas, à mon sens, c'est vraiment... parce qu'en fait, on peut se retrouver dans des groupes de femmes noires dans lesquels on est aussi tout à fait dans une hostilité permanente. Et c'est pas du tout nourrissant. Mais voilà, vraiment dans des communautés où la bienveillance, l'amour et la joie existent, et la célébration de soi, on n'est pas juste toléré, mais vraiment on est célébré, par rester dans des endroits où en fait on sent très bien qu'on est juste toléré. Et le fait de se syndicaliser, je vais le dire très sincèrement, dans une société capitaliste, encore une fois, le fait de se syndicaliser, ça peut, et vu tous les stéréotypes racistes qui existent dans les milieux professionnels, le fait de se syndicaliser peut nous sauver la vie professionnelle. C'est absolument, à mon sens, vraiment primordial, quoi. Donc je dirais, voilà, créer des communautés, aller en thérapie. Moi, je suis un fruit de la thérapie. Continue, je pense que je serai en thérapie jusqu'à la fin de mes jours. Et le fait de se syndicaliser. Moi, je dirais ça. Après, voilà, c'est pas du tout une liste exhaustive. Et votez conscient, votez conscient, votez conscient. Tout est politique, l'amour est politique. Avoir accès à des ASBL dans lesquels on peut avoir ces conversations, c'est complètement politique. C'est complètement politique. Il y a des associations là, moi je le dis très clairement, avec la droitisation de la société, il y a des associations qui n'auront plus de blé et qui ne pourront plus faire ce travail qui est de premier ordre. C'est hautement politique. Voilà, je vais vraiment remercier nos deux intervenantes pour leur brillante prestation et leur... on sent qu'elles sont imprégnées de ce qu'elles disent et de
de leur vécu aussi.